salam alaikum, bienvenue ici dans la salle rouge de l'ONAMA qui nous accueille pour la présentation du livre écrit par le général Moussa Mamad Djoui. Et ensemble, mesdames et messieurs, nous allons découvrir le contenu. Nous allons commencer à présenter le modérateur de cette cérémonie de présentation qui n'est rien d'autre qu'un grand monsieur que j'aime beaucoup, qui a la passion pour la lecture. Il s'appelle Brahim Dadi, il est en même temps le directeur général de l'ADAC et je demande de l'accueillir sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, à la dimension du travail qu'il fait, nous allons le recevoir sous un tonnerre d'applaudissements. C'est mon papa, moi je l'appelle affectueusement papa. Ali Abderrahmane Agar, mesdames et messieurs. Si la patience et justement la rigueur avait un nom, on allait simplement l'appeler Ali Abderrahmane Agar. Merci pour toi encore une fois de plus, papa. Nous allons accueillir, mesdames et messieurs, ensuite un grand patriote qui a été plusieurs fois sur le champ de combat. Il a été aussi plusieurs fois gouverneur et il a décidé de venir à côté de l'auteur parce que entre l'auteur et lui, c'est une grande histoire de partage, mais aussi une histoire à raconter. J'aimerais qu'on accueillisse comme il se doit, mesdames et messieurs, le général Blablaguier Gogleux sous un tonnerre d'applaudissements aussi. Merci beaucoup, général. Bonne arrivée, installez-vous confortablement. Enfin, mesdames et messieurs, on va recevoir simplement comme il se doit aussi, et ça je demande que tout le monde se lève pour recevoir l'auteur. C'est lui d'ailleurs qui nous réunit ici, mesdames et messieurs, l'auteur du livre Le parcours d'un soldat tchadien, le général Moussa Mamad Djoui. Sous vos applaudissements, on se met debout pour l'accueillir, s'il vous plaît. Bravo, bravo, bravo. Amoureux de la lecture, comme quoi la lecture, c'est très très important. Merci encore une fois de plus. On va s'asseoir. Nous passons à présent, mesdames et messieurs, la parole à M. Brahim Dadi pour la suite de la cérémonie. Bonjour. Mesdames et messieurs, chers invités, nous allons procéder à la présentation du livre du général Moussa Mamad Agar Djoui sur le parcours d'un soldat tchadien. Nous sommes ici pas pour célébrer plus un homme, parce que le général il a obtenu ses galons, ses étoiles, mais c'est pour célébrer plutôt un événement qui est rarissime dans notre société. Surtout dans la grande muette qu'on appelle l'armée, où les gens sont avares en écriture. Ils ne livrent pas beaucoup sur leur parcours, sur l'expérience qu'ils ont vécue. Donc c'est en ce sens que cet événement est un peu particulier pour que ça soit célébré, comme l'a fait d'ailleurs tout à l'heure Marius. Un livre écrit dans un très bon français. Et ça, il faut enlever cet état d'esprit qui dit que les militaires, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup et qui ne parlent pas bien. Ce sont des gens qui ont étudié, c'est des bons professionnels. Et ce livre-là, si vous l'avez lu, c'est un livre que vous ne pouvez pas reposer quand vous allez commencer la lecture. Je vais vous demander d'applaudir d'abord ça. Je tiens à faire une lecture de son CV qui est très rempli. Accepter qu'en 5 minutes je puisse présenter le général Moussa Mamad Djoui, qui est né en 1952 à Iriba. Après une tentative d'apprentissage de l'école coranique à Koulbous, il a été ramené à Iriba pour commencer le CP1. Ensuite il a fait à Biltine. Entré en 6e, il a failli être infirmier ou agriculteur, ou un technicien d'agriculture de l'école de Baïli, parce qu'il est admis à 2 concours. Et le 3e, c'est pour entrer au lycée national franco-arabe d'Abèche à l'internat en 6e. Mais son père ayant décidé
qu'il puisse étudier en 6e au lycée d'Abéché. Et c'est cette décision qui l'a amené à devenir militaire plus tard. Comment est-ce qu'il est devenu militaire? Parce que son père ayant été emprisonné, c'est qu'il avait lu le livre, et il voulait comment je peux dire, il voulait une possibilité de pouvoir libérer son père. Et pour lui, maintenant, c'est comme ça qu'il s'est engagé dans l'armée. Une année après, il est venu voir le général Odingar pour lui demander de libérer son père. Et le général Odingar, un bon militaire formé, a libéré, a décidé de donner une instruction pour libérer son père. Non seulement de le libérer, mais de l'envoyer dans un hôpital pour regarder sa santé, et lui a donné 100 000 francs de l'époque. En 74-77, c'est comme ça qu'il entre à l'école des officiers de N'Djamena, où il sortit avec le grade de sous-lieutenant. 1976-78, il était affecté à SAR, au groupement numéro 4, comme instructeur à Doyaba, puis affecté à Kiabé en qualité de chef de détachement comme arme. Jusqu'en 1978, il va opérer à Kiabé, à Gondé, Singako, Boumkabir, Baltoubaï et Mobé. En 1979, année de tous les troubles au Tchad, il était affecté comme chef de département isolé à Korbol. En 1980, promu au grade de lieutenant et comme CSAS adjoint à SAR. En 1981, commandant de la 10e compagnie à Onoko. 82-84, il servit comme directeur de cabinet du comme chef de fente et chef de bureau B3, le bureau qu'on appelle le bureau d'instruction à l'état-major général des armées. En 1984, il participe à plusieurs séances de formation, une conférence à Séoul. 84-86, il obtient une bourse pour aller se former à Besançon en relations internationales et droit. 86 à Khartoum pour la conférence des CISM, promu au grade de capitaine à cette même année. Entre 86 et 92, il a servi comme commandant de la brigade mixte quadripartie au lac Tchad, conflit frontalier entre les forces tchadiennes, camerounaises, nigérianes et nigériennes jusqu'à la démarcation des frontières. En 92, promu au grade de chef de bataillon et chef B2 de l'état-major général. En 93, commandant de l'école des officiers interarmés, GEMIA. 94-95, il s'envole au Rwanda pour la mission des Nations Unies de l'assistance au Rwanda en qualité de chef bureau G3, OPS, liaison, statut staff. En 95, il a été promu au grade de lieutenant-colonel. 96, il obtient une formation à Paris à la direction des services de renseignement. À son retour, il a été nommé directeur général de l'Agence nationale de sécurité et conseiller à la présidence. En 97, chef de contingent à Bangui et promu au grade de colonel, comme on dit, colonel plein. 98, chef de l'état-major à l'état-major général des armées, EMGA. 2000, comme force adjoint Gabon 2000. 2001-2004, directeur en charge de la sécurité pétrolière à Doba. En 2003, il obtient une formation à Paris à la direction générale du pétrole et maintenance. Et en 2006, promu au grade de général de brigade. En 2007, chef d'état-major mixte au CONAFIT. 2009-2010, gouverneur du Wadi-Fira. 2013-2014, mission des Nations Unies au Mali, en qualité de chef contingent FANT. 2016-2018, commandant en second de la force multinationale mixte, commission du bassin du lac Tchad. 2022, président du comité force et défense et de sécurité au CODNI. En termes de décoration, il en a. Il en a beaucoup. Décoration par le président Abacha, ce qu'on appelle étoile d'or à Abuja en 1988.
officier de l'Ordre national du Tchad par le président de la République, chevalier du mérite civique du Tchad, officier de l'Ordre national centrafricain, officier de l'Ordre national du mérite français, médaille de commémoration de la MISAP à Bangui, médaille Minuart au Rwanda 1 et 2 de l'ONU, décoration par le gouvernement gabonais au grade d'officier étoile équatoriale, certificat de reconnaissance de la CVLT, médaille de la défense nationale échelon or par la France, médaille numéro 2 par les Nations Unies pour service rendu, médaille de la nation française. Ceci est le parcours professionnel du général Moussa Mamat Hagar. Moussa Mamat Hagar parle le français, l'anglais et l'arabe. Un bon tennisman. Il joue au Scrabble et adore la lecture. Ça, c'est le parcours de l'auteur. Maintenant, ce qu'il a à dire, c'est dans le livre. Dans ses interventions, il va avoir d'abord le général Marboulaye Blabagé, qui est à sa droite, un ancien du général Moussa Mamat Hagar, et compagnon de longue date, qui lui fera un témoignage en 5 minutes. À ma gauche, Dr Ali Abderrahmane Hagar, auteur, il va parler du livre. Ensuite, nous allons donner la parole en guise de démarrage de discussion à 2 personnes. Il y a Arnaud Digamadi, Dr Arnaud qui est là, et Suleiman qui va lire les 2 paragraphes de la conclusion qui lui a paru très pertinent. C'est un jeune et il a vu que le livre lui parlait. Les amis et collègues qui sont ici. Je vais donner la parole, inviter le général Blabagé Marboulaye à donner son témoignage. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je prends la parole ici en tant que témoin du parcours du général Moussa Mamat Djoui. Nous on l'appelle Moussa Djoui tout court. Moussa Djoui, comme vous le savez, comme on vient de le dire, c'est un cadet, c'est dans notre tradition. C'est ça qui nous impose la politesse vis-à-vis de nos anciens et de nos cadets. Ça tisse les relations. Moussa, avec les événements, on s'est retrouvé à Sahar. Comme on a eu à le dire dans son parcours, là où il avait servi. Mais Moussa, c'est un homme calme. Il aime les relations. Il respecte ses anciens. Il respecte aussi ses cadets. Dans son service ou la compagnie, il est estimé par sa troupe parce qu'ils ont senti en lui un homme qui les estime. Quand nous étions à Sahar à l'époque, avec les événements, comme on était tous des fats, on ne sentait pas la différence entre les hommes. Si dans la politique les gens se distinguent, nous en tant que militaires, nous sommes unis, nous étions bien unis. Nous étions bien unis pour défendre le Tchad depuis le sud jusqu'au nord. Et Moussa fait partie de ceux-là qui sont motivés pour défendre le pays tout entier. Moussa, on a des trucs, il ne se voit pas nordiste, il ne se voit pas sudiste. Et c'est le cas de tous les autres qui sont ses amis. Moi, je suis très heureux de voir Moussa écrire
et de m'inviter de prendre la parole ici pour témoigner de ce qui est de sa vie. Mais il faut reconnaître que Moussa, c'est le vrai Tchadien, des Tchadiens honnêtes qui aiment le Tchad uni. Et c'est pour ça qu'il est partout. Moussa, c'est comme mon frère, de même père, même mère, quand nous étions au sud. Il a même assisté à mon mariage. Moussa ne fait pas de distinction. Il est comme son frère, hélas, qui est parti. Je voudrais citer mon frère Bichir Ali Hagar. Ce sont des gens de même mentalité. Nous avons vécu vraiment sans problème. Et nous gardons toujours ces relations jusqu'ici. Merci beaucoup, mon général. Après ces témoignages poignants, je vais inviter incessamment le docteur Abderrahmane Hagar pour parler un peu du livre. Je voudrais dire merci à toutes les personnalités qui ont bien voulu se déplacer ce matin. Le ministre d'État et tous les généraux, dont le plus ancien, le général Dungus Moro, que je voudrais que vous saluiez en applaudissant parce qu'il fait partie de ces gens qui vivent et dont la présence est un témoignage de la longue histoire du peuple du Tchad. Je voudrais aussi remercier le grand frère, le général Blabagé, qui a bien accepté d'être ici, parce que, comme vous le verrez dans le livre que je vais présenter en quelques minutes, la vie du général Moussa, c'est une odyssée d'amitié, de fraternité. Et vous savez, quand vous savez vivre avec les gens, ils vous le rendent. Et la preuve est dans la diversité de cette salle où on voit le Tchad en miniature. Je dois dire que le livre, je l'ai lu 2 fois. La première fois, je l'ai parcouru. Et la deuxième fois, c'était vraiment dans un avion. Et je l'ai fini entre N'Djamena et Ouaga. Et très sincèrement, c'est une odyssée, comme je le disais, où l'auteur, de manière très humble, avec la retenue de sa culture, vous savez, au Tchad, il y a de ces cultures où on apprend la retenue, où on dit les choses sans gêner. Moussa a essayé de retracer une vie très riche, une vie qui est faite d'amitié, de fraternité, mais aussi d'inimitié. Il a eu à vivre des situations très difficiles et il a même failli perdre plusieurs fois la vie. Et grâce à Dieu, s'il est vivant, c'est qu'il y a un signe positif. Il est vivant et il a décidé de témoigner de tout ce qu'il a vu. Il a vécu des guerres, mais il a vu aussi des trêves, des paix. Et tout ce qu'il a fait jusqu'ici est à inscrire au service du pays. Parce que c'est une génération qui vivait pays, qui respire pays et qui n'avait pas l'arrogance de leur liberté. Le livre est compartimenté en plusieurs chapitres de taille inégale, à commencer par le premier chapitre qui accroche très rapidement. On sent que toute la littérature africaine de l'époque, Moussa l'a lu, parce qu'en lisant le premier chapitre, on retrouve Kamaralai, l'enfant noir. Et donc, on voit Iriba, on voit le commencement était la ville d'Iriba, où l'auteur parle de son enfance, de ses amitiés, des épreuves que nous avons tous vécues, l'école coranique, les marabouts qui sont difficiles, mais qui ne le font pas exprès, ils le font pour nous éduquer. Et beaucoup d'épreuves qui sont en fait une véritable leçon de vie. Par obéissance à son père, parce que Moussa voulait devenir autre chose que lycéen, mais le papa, paix à son âme, l'oncle Mohamed, a décidé de l'inscrire au collège. Et il s'est inscrit au collège. Donc, avec l'affection d'une grand-mère qui est présente dans tout ce que Moussa raconte, mais il y a aussi l'internat d'Abéché, qui était une petite république
où se faisaient les vraies connaissances. Et je crois que Moussa, dans cet internat-là, a appris à connaître beaucoup de gens qui sont devenus militaires, qui sont devenus de hauts cadres, qui sont passés par l'internat du lycée franco-arabe d'Abéché. Dans cet internat-là, il y avait vraiment le Tchad en miniature, mais il y avait aussi des idées, parce que vous êtes sans ignorer que dans les internats naissent les grands révolutionnaires. Et effectivement, dans l'internat d'Abéché étaient nés des grands révolutionnaires qui ont animé le Frolina, qui ont animé beaucoup de contestations citoyennes. Dans d'autres chapitres, il parle de son engagement dans l'armée. Là également, c'est un coup du destin. Moussa ne voulait pas être militaire parce qu'il avait une culture qui le portait vers autre chose, mais bon, le papa a été arrêté. Et nous sommes nombreux à nous révolter quand nos parents sont arrêtés. Et pour sortir son père de prison, la génération des années 70 à 79 sont rentrés dans l'armée par rapport à ce genre de contestation. Il est rentré dans l'armée et Dieu seul sait comment est-ce qu'il a eu l'audace de rentrer dans le bureau du SEMGA de l'époque, dont il parle en de très bons termes. Jeune recrue, jeune élève à l'école des officiers. Il demande à voir le général Odengar, qui était le chef d'état-major général de l'époque, et il rentre le trouver. Et je crois qu'il y a eu un feeling entre lui et le général, qui était d'abord un peu gêné qu'un soldat rentre dans le bureau du SEMGA, mais bon, très rapidement, je crois que le côté paternel du général a un peu joué. Il l'a vu, il lui a demandé qu'est-ce que tu veux, je veux, mon père est en prison, etc., ainsi de suite. Et puis très rapidement, les choses se sont dénouées. Le général l'a appelé à Béché, le papa a été libéré, mieux. Et j'ai beaucoup aimé cette reconnaissance, cette valeur qu'on retrouve chez nos grands frères. Il n'a pas caché le geste qu'a fait le général Odengar en disant non seulement il a libéré le père, mais il a demandé à celui qui détenait le père de lui remettre 100 000. À l'époque, 100 000, imaginez dans les années 70, 100 000, si vous le multipliez aujourd'hui par le cours de l'inflation, vous aurez une idée de ce que c'est. Le général Moussa, c'est aussi des services, c'est des amitiés, c'est les missions, c'est des guerres, et puis c'est des noms de villes. La guerre de 79, il fallait décider, il fallait choisir, et ils ont choisi le drapeau. Les officiers qui ont été formés ont choisi le drapeau, c'est pourquoi ils se sont retrouvés nordistes, musulmans, sudistes, chrétiens, etc., dans un même corps, parce que c'était leur métier. Ils n'avaient pas choisi l'ethnie, la race, la région, ils ont choisi le drapeau et ils se sont retrouvés en 79 ensemble. La fidélité au drapeau est une logique de l'armée. Généralement, les gens jouent la fidélité du drapeau quand ils sont bien formés dans l'armée. Il y a eu les luttes, beaucoup de guerres, beaucoup d'intrigues. Les luttes au sud, le repli, la guerre de 9 mois, et il a été blessé. Soigné dans un camp tenu par les Français. Mais c'est aussi ça, malheureusement, la tragédie de l'histoire du Tchad. Moussa a été dans un camp et on a un autre cousin mort décidément dans l'armée, Hissène Abakar, qui était dans un autre camp. Mais vous savez, on peut être dans un camp ou dans l'autre, mais la fraternité est au-dessus de ces considérations-là. Bien que blessé à Farcha, Moussa a traversé pour aller rencontrer Hissène qui était blessé à Kousseri. L'un était Gunt et l'autre était Fan. Mais le sang, il est le même. Et donc, c'est un peu ça aussi le Tchad. Heureusement. Moussa parle aussi avec beaucoup de respect de ceux qui ont fait l'histoire au Tchad et notamment des dirigeants qui ont eu à diriger le Tchad et qu'il connaît lui, notamment le président Félix Maloum, le président Hissène Habré et le président Idriss Déby, Itno paix à leur âme. Ils font partie de notre histoire, ils ont dirigé notre pays et c'est avec beaucoup de respect, conforme à la formation du militaire qu'il a parlé de ces personnes-là, sans chercher à nuire à la mémoire de qui que ce soit. Et je crois que ça, il faut qu'on arrive à l'incruster dans une certaine éducation.
de la retenue quand on parle surtout des gens qui sont morts. Il a beaucoup parlé aussi de son confident de lutte, le président Idriss Déby, mais il a dit la vie n'est pas un fleuve tranquille. Vous pouvez être un ami, vous pouvez être un frère, mais il arrive que des difficultés apparaissent et c'est dans l'intelligence de l'homme qu'on va retrouver les solutions lorsque les difficultés de la vie apparaissent. Vous savez, il y a de ces cultures où le père, quel que soit votre grade, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre position sociale, un père est un père, il peut vous imposer sa propre logique. Un père lui a imposé son choix, aller au collège, et un autre père lui a demandé, bien que blessé, de se lever pour l'accompagner pour aller à Kousséri saluer un autre frère. Enfin, il y a aussi beaucoup de culture de la discrétion, parce que le général n'a jamais mal parlé de quelqu'un, même si c'est quelqu'un là lui a fait du mal, parce qu'il y a des gens qui ont fait ceci, cela, etc. Mais il est passé juste sans dire ni un nom, ni citer qui que ce soit. Et c'est cette retenue-là qui donne une certaine qualité philosophique à ces livres-là. Enfin, le livre est une leçon à l'humilité. Et je crois que s'il s'adresse aux jeunes, je le résumerai en une phrase. Il faudrait que les jeunes, généralement, apprennent à évoluer normalement. Merci beaucoup. Avant de lire le passage, je vais abuser un peu de votre générosité, Grand Brahim. Le livre me parle personnellement pour 3 raisons. Donc, la première raison, c'est que pour moi, le livre reflète ce que Idrissa Aberkan a appelé l'école de la vie. La deuxième raison, c'est le conseil qui m'interpelle en lisant ce livre, c'est ne jamais brûler les étapes. Donc là, le parrain Ali Abderrahmane Agar l'a dit. Alors, le dernier point qui me parle de manière vraiment très particulière, c'est le sens de la discrétion. Donc, Dr Ali a également parlé sur ma langue. Et ça se lit. Donc, même les personnes qui vous ont fait vraiment des torts, de malheur dans votre vie, vous parlez avec autant de respect, avec autant de retenue, et ça prouve une fois de plus votre niveau de tolérance. Donc, sans plus tarder, je vais lire peut-être cet extrait, la page 140. L'auteur dit: « Ce que je vous livre ici est le résultat de mes 40 années d'expérience, la synthèse d'une vie avec ses hauts et bas. Ayant servi pendant des années le Tchad au plus haut sommet de l'État, j'ai été confronté plusieurs fois à des dossiers très sensibles, à des secrets que j'emporterai bien sûr avec moi dans ma tombe. De secrets qu'un homme ordinaire ne peut même pas imaginer. Mais par principe, dans ce livre, je n'ai raconté que ce que je peux raconter. Je termine ce livre avec un rêve, celui de voir ce pays pour lequel j'ai combattu toute ma vie dans la paix, dans la justice et dans l'égalité. Je rêve d'un Tchad émergent, connu et respecté sur le plan international. Un Tchad composé des hommes honnêtes qui ont un sens aigu de responsabilité et de patriotisme. Un Tchad où les ethnies, les tribus vivent en paix, en harmonie. Un Tchad où il fera bon vivre tout court. L'éducation doit être le fil conducteur de ce rêve et le pardon, le leitmotiv. Car les erreurs sont inhérentes à la nature humaine. Il faut donc que le pardon soit à portée de main et de cœur. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais laisser maintenant l'auteur dire un mot. Merci mon cher modérateur. Mes chers amis, chers parents, messieurs les généraux, monsieur le ministre, chers collègues, merci d'être venus aussi nombreux. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous tous, pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à notre travail en acceptant
de m'accompagner pour la présentation de ce livre. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier toute la famille, les amis, les collègues qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette cérémonie. À cet effet, la cérémonie qui nous réunit ce matin concerne la présentation d'un livre que j'ai beaucoup porté dans mon cœur et que j'ai fini par le réaliser. Le livre s'intitule « Le parcours d'un soldat tchadien » et dans lequel je raconte mon parcours, donc le titre résume le contenu. La rédaction de ce livre s'inscrit essentiellement dans le cadre de la recherche littéraire, mais aussi, surtout, sur ma volonté de faire découvrir l'histoire de mon pays aux plus jeunes et à ceux-là qui n'ont pas vécu l'histoire tumultueuse de notre beau pays, le Tchad. Lorsque mes enfants m'ont proposé de faire un recueil de mon parcours, j'ai pris le temps de réfléchir, car je me suis demandé quelle aurait été la pertinence dans telle œuvre pour mon pays. C'est après avoir écouté leur argumentation que j'ai fini par accepter. J'ai adhéré à l'idée de répertorier tous les grands événements qui ont marqué ma vie. Cela permettrait de mettre en lumière les valeurs qui fondent ma vision et qui sous-tendent mon action depuis plusieurs décennies. En acceptant cet exercice littéraire, c'est aussi une manière pour moi de partager l'histoire sombre de notre pays avec mes compatriotes épris de paix et altruisme. Vous me demanderez dans quelles conditions j'ai travaillé, j'ai écrit ce livre dans des conditions difficiles, certainement. Vous savez, écrire un livre, ce n'est pas toujours une chose aisée, surtout lorsqu'on est fait partie de l'armée. Vous savez, écrire un livre qui trace un peu mon parcours tout en touchant la vie militaire est assez difficile, mais toutefois, j'ai pris mon courage, ma volonté, pour quand même laisser mes écrits dans l'histoire pour que la génération future sache au moins que le pays vient de loin. Mon ultime but final de mon livre est de montrer l'importance d'un soldat et qu'il peut apporter pour son pays, surtout, un bon soldat bien formé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup conçoivent l'armée comme étant une institution dangereuse. D'autres aussi pensent que c'est seulement aller en guerre et avoir des grades. Mais pour moi, loin de là. C'est une institution comme toutes les autres de la République et qui dénombre plusieurs structures. Pour illustration, il y a peu longtemps, nous avons été témoins des pluies diluviennes qui ont ravagé un certain nombre de villes du pays et c'était l'armée qui était venue au secours de ces sinistrés. Vous avez été témoin du travail qui a été battu par la direction générale militaire. C'est dire un mot que l'armée est aussi des ingénieurs, des juristes, des financiers, des agronomes, des médecins, des infirmiers, etc., etc. Je vous dis tout simplement que pour une petite notation, c'est que le grade est une fonction dans l'armée. Le grade de première classe jusqu'au général, c'est une fonction. Donc, ce n'est pas une gratification gratuite. Une attribution plutôt gratuite pour le plaisir.
pour finir, mon livre est dédié de façon générale à tous mes frères d'armes qui sont tombés sur le multiple champ de bataille qu'a connu notre pays. Mais plus particulièrement, j'ai dédié mon livre à des personnes spéciales. Il s'agit du maréchal Idriss Déby Itno, qui était un vieux ami à moi et qui est tombé au champ de bataille. Mais aussi, comme vous le savez récemment, nous avions tous perdu des proches, des frères et des patriotes hors normes. Il s'agit du docteur Abakar Adoum Hagar et le général Mohamed Ahmad Fadoul. Les pays ont perdu en lui les documents, les monuments, tout simplement. Qu'Allah les accepte dans son vaste paradis. J'aimerais donner la parole à Dr Arnaud Digamadi, mais avant cela, j'aimerais quand même poser 3 petites questions à l'auteur pour amorcer un peu l'échange. Après avoir lu le livre, j'ai vu que vous avez créé des couloirs de transhumance pour résoudre les problèmes agriculteurs-éleveurs, ces conflits, des couloirs de transhumance, établi un marché à Roro, qui est devenu un marché très célèbre aujourd'hui pour la vente de bétail. Vous avez, par nécessité, pour éviter que vous soyez pris, tracé une piste qui s'appelle aujourd'hui la route de Moussa, qui va de Korbol à Kiavé en passant par Tarangara. Est-ce qu'on peut dire que le militaire, en son temps, à l'époque, est au service du développement? Créer un marché à Ororo, parce que j'étais sous-lieutenant, chef de détachement à l'époque, en 1977, à Kiavé. Il y a eu une bagarre entre les Arabes et les Sarakaba, et j'ai intervenu, les séparer. Et par la suite, j'ai demandé au sous-préfet qu'il soit avec moi. Il était venu. Et on les a réconciliés. Et aussitôt, j'ai demandé au sous-préfet de mettre un marché ici sans que les éleveurs puissent rentrer en profondeur et créer des dégâts du marché aux agriculteurs. Et c'est ainsi que nous avions installé Ororo, qui était vraiment un terrain nu, et que nous avions dit aux populations éleveurs d'amener vos bétails ici au marché à partir d'aujourd'hui un mercredi. Que Sarakaba ou un autre qui venait d'ailleurs, en profondeur du Tchad ou en dehors du Tchad, viendrait acheter le bœuf à Ororo. Dieu merci, Ororo s'est développé et aujourd'hui, Ororo est devenu une sous-préfecture. Et à l'époque, quand on était venu, on a créé une chaîne de transhumance jusqu'à de Ororo à Kiavé. Et ça continue jusqu'à maintenant, cet itinéraire, pour ne pas créer de dégâts aux agriculteurs. Et de la même manière aussi, vous avez évoqué un autre cas qui est au lac Tchad. Au lac Tchad, nous avions un problème avec le Camerounais. Le Camerounais était venu tout sous un gendarme qui était venu à un bar, tenu par une Tchadienne. Et il a demandé à boire, il lui a donné encore, et puis la Tchadienne a demandé de l'argent. Et le Camerounais a refusé, il a abattu. Et là également, mes hommes étaient venus, nombreux, ils l'ont arrêté, le Camerounais. On a amené Kinassaram, je vais parler, ces postes que nous avions créés, Kinassaram. Et ces Kinassaram, on a amené jusqu'à Bol, être jugé. Maintenant, le gouverneur, le sous-préfet, les préfets, toutes les autorités étaient venus à Kiavé, Bol. Et juridiquement, on a gardé cette personne jusqu'à ce qu'il a fait 2 ans. Et on a exigé qu'on paye le dia à ses parents. Et là également, on a exigé à ce que le marché du poisson devrait être maintenant à Kinassaram.
c'est fini à Blangois, c'est fini ailleurs. Donc on a mis des jalons pour empêcher que tout passager en pirogue avec les poissons, il faut le récupérer. Et c'est comme ça que les marchés à Kinasram aujourd'hui est très grand, alors qu'à l'époque, il y avait aussi 4 hameaux comme ça. Aujourd'hui, une centaine de maisons et beaucoup s'est agrandi. Donc, une telle initiative, peut-être que nous, on a voulu justement créer ces marchés juste au profit des Tchadiens, mais on ne savait pas que ces villages devraient être aussi grands que possible. Deuxième question de mon collègue. Oui, la route de Moussa, évidemment. Alors, j'étais à Korbol. Quand j'étais à Korbol, 9 mois, je faisais, je crois que 4 mois ou 5 mois là, tous les jours, un combat. Le Amkis, je m'excuse, enfin, le Amkis, on appelait ça à l'époque, à ce terme-là, qui se trouvait à Melfi et Mongo. Et ils nous attaquaient, il faudrait que vous vous reliez. À un moment, ils nous ont écrit un livre, une lettre en arabe, où vous vous ralliez, où vous êtes tous morts. Alors moi, j'ai dit non, pas question. Mes hommes étaient paniqués, j'ai compris. Donc, à 13h, je les ai tous regroupés, et il y a un drapeau. Je leur ai dit, venez regarder ces drapeaux. Et c'est ça le symbole de notre pays. Les bandits que vous voyez par-ci par-là qui ont détruit tout le nord, il ne faut pas avoir peur. Il faut absolument que vous soyez des hommes pour freiner cette avancée, pour détruire les restes du Tchad. Et nous ne pouvons pas accepter que certains disent que je suis musulman, je suis chrétien, je suis nordiste, non, ça ne marche pas. Si certains d'entre vous ici sur place ne voulaient pas ce que je voulais dire, c'est-à-dire défendre valablement, qu'ils sortent du rang. Mais celui qui quitterait en plein combat, moi je veux l'abattre. Alors, maintenant, il y a je crois, le moral est rétabli. Et on s'était vraiment bien préparé. Et on s'est battu en gaillard. Quand maintenant, il y a un moment, on a envoyé un lobby éclairant, c'est-à-dire que très brillant, comme à ce moment, tout ça c'est parti. Elle est là, les compétences du Gamarkulo Dalla. Alors ils ont fui, ils nous ont laissés. Alors maintenant, il y a un lieutenant Rapsala qui était venu me relever. Moi, parce qu'à Kouno, il y avait les fans qui étaient là, et il n'y a plus d'autres accès. J'ai traversé en plein azimut tout droit. Je suis retombé sur la route de Kiabestare, Trangara, Boé, Trangara. C'est là-bas où la route est devenue maintenant une route Moussa, la route de Moussa. Bon, c'est comme ça qu'ils les appellent. Merci beaucoup, Général. Bon, il y a des détails comme ça assez croustillants dans le livre, donc c'est juste pour vous inciter à aller lire le livre. Hein. Après, il y a un détail aussi. Vous avez participé à la réconciliation, paix à leurs âmes, du maréchal Idriss Déby Itno avec le défunt Hassan Diamous, oui. Avant qu'il ne parte en rébellion. Et que vous saviez depuis 1985 que Déby rêvait de prendre le pouvoir. Et pour qu'il ne se fasse pas remarquer, il a même proposé à ce que vous partiez en formation ailleurs. C'est comme ça que vous avez retrouvé en 86 en France. Voilà. Et quand vous étiez aide de camp de Kamougué, vous avez été aide de camp de 2 jours. Ça aussi, ça m'a quand même paru étonnant. Oui. La dernière question que je vais poser en tant qu'aide de camp de 2 jours. Oui. Vous étiez là avec Kamougué, Adoum Manani était venu. Il s'était en train de manger alors que vous n'avez pas mangé pendant combien de temps et il ne voulait pas. Et vous avez décidé de venir vous servir. Vous savez que nous, peut-être que les anciens me confirmeront, ils sont là ici avec moi. Quand nous avions créé ce qu'on appelle comité permanent, c'est une réorganisation de notre armée FAT. Et il y avait donc Kamougué qui on l'a reconduit comme président. Et d'autres avaient. Bouba était secrétaire général.
Et ainsi de suite. Donc, on a dénommé des gens par-ci, par-là. Moi, on m'a désigné comme aide de camp. Je n'étais pas à l'aise. Donc, pour cette cas de figure-là, aide de camp, j'étais parti un soir, je n'ai pas pu manger. J'étais campé au camp de gendarmerie. J'ai donné 500 francs à mes chauffeurs, là, mon chauffeur aide de camp. Et j'étais parti maintenant voir Kamougué à l'hôtel de chasse. Je les saluais, ils sont vraiment une table bien garnie. Et je regardais manger, et ils m'ont pas dit, venez manger là. Bon, moi, je me suis. J'ai pas de choix. Hein. J'étais rentré à la table et j'ai ramassé une bouteille de bouillie. Et à un moment, Manani qui était là dans ses côtés, je ne sais pas pourquoi il est là, mais il est petit. Il faut demander l'autorisation avant de manger. Alors, je n'ai rien dit. Après, quand Moussa dit Moussa, non, Moussa, mange. Alors, j'ai pris un gigot, le poulet là. Il dit, mais écoute, ça va pas, non? Ça, alors, je t'ai mis un peu à l'aise. Mais écoute, laisse-moi manger. Ça, c'est pas ton repas. Après, un moment, j'ai pris encore un verre de sorba, de soupe. Alors ça, mon cher Kamougué, tu n'as pas des élèves, tu n'as pas de hein, des voyous comme ça. Là, alors là, j'étais fâché. Donc il y avait une bouteille gala fraîche comme ça, là, j'ai tapé à la table, il est tombé. Et bon, Kamougué m'a... Hein, oui. Voilà. Et Kamougué m'a menotté, il m'a amené en prison. Alors après, c'est le lieutenant Bouba et le commandant Galiam qui étaient venus m'en sortir de la prison. Et j'ai trouvé un autre habit et tout ça. Le matin, j'ai quitté pour ça. J'ai rendu compte au colonel Anlafi, qui est mon chef. Il est très fâché. Mais il fallait tirer sur sa tête. Il fallait arrêter ici comme ça. Alors donc c'était comme ça que j'ai quitté de Kamougué aussitôt. Maintenant, vous me direz le problème entre mes deux frères, Idriss et Hassan Jamous. C'est une histoire pleine d'émotions. D'abord, c'est Idriss qui m'a dit Moussa, tu sais, Hisenabé va nous tuer, il faut mieux soit partir ou soit aller faire des études. C'est lui qui m'a donné l'idée. Alors, lui, il a fait une demande d'école de guerre. Moi, j'ai fait l'état-major. Et à un moment où lui, il partait, mon nom ne se trouvait pas. Curieusement, c'était le nom de Bichar Alad qui sortait. Je me suis demandé, mais pourquoi? Lui-même, il ne sait pas. D'accord. Et quand Hassan Jamous était venu comme Semga, moi, j'étais son directeur d'instruction, c'est-à-dire tout ce qui est formation. Et j'ai demandé à aller faire une telle formation qui est les relations internationales. C'est-à-dire qu'il y avait donc des militaires, des anciens, et les civils anciens, ils faisaient une formation de court temps, c'est-à-dire de 9 mois. Et j'étais parti. Sincèrement dit, quand j'étais parti, évidemment, avec tous ceux qui sont là, c'est des gens vraiment très bien instruits. Et moi, franchement, je suis très minable. Et j'étais très minable, j'ai même failli partir. Après, j'ai trouvé un des instructeurs. J'ai dit ça, là, je ne peux pas rester parce que là, ça ne va pas. Il dit non, pourquoi? J'ai dit ça, je vais expliquer, je suis très minable, tout ça. Et il a dit non, je vais te prendre. Parce qu'il a servi au Tchad. Il était donc un professeur au lycée, comment on appelle le lycée Djamana ici, là. Elle est Félix Eboué, merci beaucoup. Donc, il lui a dit que je vais te prendre tous les après-midi à partir de 17h jusqu'à 18h, 19h. D'accord. Il m'a pris vraiment bien. Avant, je recevais 5, 3, et puis bon. Mais à la fin, je me suis retrouvé entre 10, 11, 12, et à la fin, j'ai eu ma moyenne. Et vraiment, il m'a aidé pour que je réussisse à cette formation. Fini ça, j'ai fait une descente à Paris. J'étais chez Brice Déby et avec Madame Souat était là. Oh,
je mangeais, et après on a joué un peu de cartes. Et la nuit arrivée, et il m'a proposé ce qu'on appelle la sortie rebelle. Moi, en tout cas, moi, aller à une rébellion là, non, jamais je ne le ferai pas. Puisque les rébellions que les Tchad ont connues sont nombreuses et qui nous ont rien amené, sinon la destruction. Et ça, moi, je ne veux pas faire ça. Si vous voulez faire un coup d'État, on est ensemble en Djamena, on va faire. Mais aller rester sous les arbres là, non, moi, je ne sais pas. Et après discussion, il m'a dit, mais pourquoi? Moi, j'ai dit d'abord, moi, je suis d'une grande famille. À cause de moi, il s'est navré, tout le monde de Iriba jusqu'à Djamena. À moi seul. Et mon cher ami, je m'excuse, mais je vous dis que vous êtes un monsieur très impulsif. Moi, je ne peux pas supporter. Mais après, bon, on a laissé tout ça là. Et il est revenu, il dit, Moussa, tu sais, il y a un problème qu'il faut absolument les réconcilier avec Hassan Diamoussa. D'accord, je le ferai. Parce que sans Hassan, ni toi, on ne va pas réussir. Moi, je ne peux pas réussir. Ou non, sinon je vais rester ici en France totalement. Bon, moi, je vais, dès que vous finissez, quand c'est là, je vais essayer. On est rentré ici, j'ai gardé mon calme à Bagosola, on m'a affecté. D'ailleurs, j'étais avec Hassan à Kalaïd. Et de Kalaïd, je lui ai parlé. Il dit non, pas question. Il a réfléchi totalement. On a fait presque 2 heures du temps. Non, il n'a pas voulu. On était rentré à Bulletin. De Bulletin, il s'en a envoyé un message, mettre dans cet avion le lieutenant Moussa Mamadjoui pour nécessiter service. Ok. J'étais rentré et on m'a dit Moussa va à Bagassola. C'est comme ça que j'étais affecté à Bagassola. Mais quand j'étais à Bagassola, il y avait Adam Hagar, si vous avez entendu parler de lui, il était affecté à Mao comme région. Il faisait tout le temps, chaque semaine à Bagassola, on jouait aux cartes. J'ai mis en retrait. J'ai dit, écoute, voilà ce que Idriss m'a dit, ça, et puis Hassan, je lui ai dit, il a refusé, il faut m'aider. Non, pas question, je vais dire ça. Il est parti combattre Wadi Doum jusqu'à tout ça, et aujourd'hui, on les chiffonne. Non, pas question, on va se réconcilier. Et grâce à lui, qu'on s'était retrouvés ici en Djamena, et on les a réconciliés. Moi, j'ai pris Idriss Déby, Adam Hagar a pris Jamous. On s'est trouvé chez moi à Digal en nouvelle construction là. Et on était parti en paysan. Il ne faut pas aller en militaire pour ne pas se faire voir. Et on a fini par les réconcilier. Moi j'ai dit maintenant, je ne vous connais pas et vous me connaissez. Terminé. C'était comme ça que nous avions aussi à l'idée de préparer un coup d'État à Hissène au niveau de le terrain de football là. Eh bien, ça n'a pas marché, Hissène a appris et on a fait à Kinemi. On est rentré définitivement. Donc moi j'ai pris ma route pour Bagassola. Et eux ils étaient restés et moi ils se sont préparés pour sortir. Mais là également à l'arrivée à Bagassola j'ai souffert. Puisque ils savent que c'est mes amis. Il y a un certain Adoum qui se trouvait à Mao. Il m'envoie en mort. Ils étaient venus m'arrêter. Enfin, pas m'arrêter, mais de manière un peu souple. Parce que ça coïncidait avec l'arrivée d'un ministre de l'Agriculture dans la région. Et il ne pouvait pas faire une tentation. Et j'étais avec le ministre, avec le préfet. Le préfet m'a dit, Moussa, on va à Bol. Arrivé à Bol, on n'a pas eu aussi le temps. Je n'étais même pas informé du départ de ces personnalités. Voilà, 2 jours, je n'étais même pas au courant. Je ne suis même pas au courant. Et à un moment donné,
Le sous-préfet dit Moussa Kalam de Kamal Khalas. Mais c'est quoi? Non, non, Khalas Kamal, tu es libre maintenant. Mais comment? Oui, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Non, non. Mais Hassan Jamouz, Idriss Déby, moi, je photo fait rebelle. Ah bon? Ah. Là, j'étais un peu tourmenté, dans le silence, mais j'ai gardé mon calme. Voilà un peu si je suis arrivé à... Très clair, mon général. Voilà le livre qui rend hommage, je vais le rappeler, à Dr Abakar Adoum Hagar, dédié à Dr Adoum Hagar et général Ahmad Fodoul qui vient de disparaître. Donner la parole à Arnaud, qui a lui aussi écrit un autre très bon livre que j'ai vu tout à l'heure. Donc il va faire juste une intervention et nous allons passer au public. Avant tout propos, je voudrais adresser mes sincères félicitations au général Dui pour cette œuvre. Je prends la parole pour mettre l'accent sur deux points essentiels après avoir lu le livre. En réalité, comme l'ont déjà signalé ou souligné mes prédécesseurs, cet ouvrage est un véritable trésor. Un trésor où chacun de nous ici présents et ceux qui ne sont pas dans la salle vont trouver leur compte. Ce que je veux dire, c'est un peu au nom de notre métier d'historien. Nous, les historiens aussi, nous allons trouver notre compte dans ce livre-là. Car c'est un livre qui a une très grande valeur historique. Donc ça, c'est le premier point. Et l'un des éléments historiques majeurs que contient ce livre, c'est ce que le général vient de dire. Parce qu'il vient de nous informer, et ceux qui vont le lire vont le découvrir aussi, que c'est depuis 1985-86 qu'Idriss Déby avait l'intention de prendre le pouvoir. Vous voyez? Et il est allé étudier, il est revenu, il est allé en rébellion comme il le voulait, et il est revenu prendre le pouvoir. Ça, c'est un apport très important. Et donc, sur la même lien que le modérateur, je voudrais profiter de ce micro pour lancer un appel à tous les acteurs politiques et militaires qui sont ici, les témoins de l'histoire et les acteurs de l'histoire du Tchad, d'écrire leur mémoire pour permettre aux historiens de faire leur travail. Parce que nous, les historiens, nous sommes comme les dromadaires qui s'abreuvent au fleuve là. Nous, notre source, c'est vous. Je cite un exemple, ce que j'appelle le discours de Corbol. Ceux qui ont le livre là, ils ouvrent à la page 32, ils vont lire ce discours-là que le général, à l'époque lieutenant, avait prononcé devant ces éléments. Alors il dit, moi, je ne suis ni nordiste ni sudiste. Je suis pour ce drapeau. Je suis tchadien. Et tout son parcours a montré qu'il a combattu pour le Tchad et il est l'ami de tous les Tchadiens du sud au nord, de l'est à l'ouest. Je pense que dans les temps actuels où le Tchad est traversé par des conflits intercommunautaires et tout ça, là, ça c'est un exemple à suivre. Il faudrait que dans notre vie quotidienne, nous nous considérons tous non pas comme des Tchadiens du Sud ou des Tchadiens du Nord, mais des Tchadiens tout court, fidèles au drapeau. Et c'est en cela seulement que nous pouvons aider notre pays à aller de l'avant et à émerger parmi les jeunes nations africaines. Je vous remercie. Je suis un peu épaté vraiment par ce chef-d'œuvre qui a été écrit par le général, le grand frère Moussa. Et il est très difficile, comme Dadi l'a dit, d'écrire, mais il est aussi dommage de voir que nos jeunes ne lisent pas. Donc, il est difficile d'écrire, mais il est difficile d'écrire quand nous sommes de notre milieu. Je sais de quoi je parle, parce qu'il faut mesurer chaque mot, chaque phrase, pour ne pas vexer, pour ne pas se retrouver de travers. Il est encore difficile d'écrire quand on est militaire. Aujourd'hui, nous voyons, comme vous l'avez bien cité, Hassan Aïdjo a écrit, le défunt Moussa Medela a écrit, le défunt général Adam Togoy a écrit, et
président Goukouni Ouédé a écrit, le général Ogué Dagache a écrit, ça commence à prendre un peu le goût et à cette allure-là, j'espère que nos officiers, nos frères en armes, que vous l'avez si bien cité, d'ailleurs c'est une citation qui est reconnue par tout le monde, la grande miette comme on l'appelle, vont commencer par nous délivrer les secrets. Et ça permettra aux jeunes de connaître l'histoire du Tchad, tant dans ce sens tragique que dans l'évolution que nous connaissons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vous félicite. Mes prédécesseurs vous ont tellement parlé que je n'ai pas à répéter les mots qu'ils ont utilisés. J'ai juste une question de précision, parce que quand vous parlez du grand frère, le défunt général Béchir, vous ne citez pas son prénom. Alors qu'il fallait préciser, c'est Béchir Ali Hagar, pour lui restituer tout son parcours et toute l'expérience que vous avez vécue ensemble avec lui. Quand vous parlez de Tom, il y a 1000 tomes au Tchad, il faudrait aussi préciser que c'est Tom Erdimi. Quand vous parlez du projet pétrole dans lequel vous avez travaillé, c'est la même chose. Vous avez aussi parlé d'un homme qui est très important pour moi, qui est méconnu par tous les Tchadiens, alors que sa contribution, tant dans les évolutions que le Tchad a connues, surtout le Frolina, le FAP, et qui est mort prématurément, vous n'avez peut-être pas eu la bonne information, mais ce n'est pas Youssouf, c'est Brahim Youssouf. C'est Brahim Youssouf. C'est un des premiers compagnons de Goukouni Ouédé et autres, un élément clé révolutionnaire des FAP. Et il était aussi président du conseil révolutionnaire, ce qu'on appelle après, quand le président Goukouni s'est retrouvé président, c'est à lui qu'on lui a confié ce poste. Vous avez décrit d'une manière succincte de comment il a été arrêté avec le défunt grand frère Mahmoud d'ailleurs, mais vous n'avez pas évoqué l'origine de cette animosité des Libyens qui étaient pourtant leurs alliés pour vouloir arrêter un homme aussi important et emporter avec lui aussi le lieutenant Mahmoud. Lors de leur mission à Abéché, Ibrahim s'est rendu compte que les Libyens importaient le bétail tchadien, les jeunes filles tchadiennes et des hommes en Libye. Et c'est comme ça qu'il était parti à l'aéroport, se retrouver en conflit avec le responsable libyen de l'aéroport pour demander de cesser cette pratique inhumaine. C'est ce qui lui a coûté l'animosité et qu'ils ont cherché à l'arrêter. Le défunt regretté, Mahmoud s'est retrouvé comme ça, comme un cheveu dans la soupe en défendant son ami. Et effectivement, ils ont subi la tragédie que vous avez si bien écrite, qui a été décrite très largement avec les raisons que je viens d'évoquer par le grand frère défunt Adoum Tougoui, qui est l'ami intime d'Ibrahim Youssouf. Je vous remercie. Point qui m'a beaucoup rappelé, le fait qu'on l'a fait amener à Koulbous, ils ont volé un poulet. S'il peut me dire la valeur du poulet qu'ils ont volé entre-temps. Et autre point qui m'a beaucoup encore touché sur ce livre, le fait que notre grand frère défunt Abakar Adoum Hagar a été blessé au cours d'un accident. Je viens de lire sur ce document, sinon je ne savais même pas qu'il a eu un accident à Abéché. Mais quel est le grand frère qui a refusé de visiter et que vous l'avez corrigé entre-temps? Si essayez de nous rappeler ces grands frères. La question que j'aimerais savoir tout d'abord, est-ce qu'aujourd'hui vous cautionnez les jeunes qui empruntent le chemin de l'armée, qui ne font que laisser les études supérieures et qui entrent dans l'armée, ils ne se retrouvent pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez dit que c'est le destin qui a voulu pour que vous entrerez dans l'armée. Moi, je dirais que ce n'est pas le destin qui a voulu, c'est vous-même vous avez voulu. Pourquoi? Parce que lorsque votre père a été arrêté, c'est en ce moment que vous avez jugé utile de vouloir entrer dans l'armée pour que vous ayez un courage et espérer pour la libération. Alors, disons même si c'est le destin. Pourquoi après avoir libéré votre père, vous n'avez pas laissé la carrière de l'armée pour que vous reviendrez sur vos projets de vouloir devenir un agronome et autres? Merci. Évidemment, je vais répondre à ce qu'il est de Brahim Youssouf et de Mahmoud dans leurs missions respectives dans le nord et particulièrement à l'est. Et tous les deux ont trouvé la mort à Béché. Évidemment, nous qui étions après la sortie
des fans. Nous avions, nous, les Zahri de manière générale, on était presque tous les groupes et on a demandé cette mission avec le frère Ernest Jacob, moi-même. On est aux abois et toutes les forces, disons, des Fourina, des FAP, Libyens, tout le monde venait donc à l'est du pays pour détruire non seulement nous qui sommes ici, mais toute la population de la région totalement serait détruite. Alors, il faudrait que nous préparions et aller vers le nord afin de freiner cette avancée et que nous nous organisions. J'ai dit non, non. Moi, je ne veux pas aller dans une mission pour favoriser Hissène Habré. Si vous partez et que vous finissez avec Hissène et que vous vous organisez entre vous, bon, nous on va s'ajouter et on verra bien. C'était ça la conversation qui a eu lieu, Hissène Abakar et tout le reste avec Idriss. Et ils ont gardé en eux. Et moi, je vous dis franchement, quand il m'en est parlé, je n'étais pas tellement chaud, mais c'est une obligation parce qu'il s'agit de vie et mort dans le parage familial. J'ai écrit au nom d'Idriss Déby au président Gokuni. Info le Kamougué. Je disais en ce terme, nous sommes FAT, nous sommes des militaires. Nous nous sommes enrôlés par erreur au niveau de FAT. Nous voulons nous rejoindre à vous si vous pouvez nous récupérer. Stop et faire. J'ai signé à la presse d'Idriss. J'ai montré d'abord dans un premier temps à la fille. Par la suite, on est venu à Kamougué et on s'est conduit chez Gokuni. Gokuni a dit non, mon cher ami, vous savez que les Akawala qui sont dans là-bas, avec Hissène Habré, ils n'agiseront jamais. Ce n'est pas la peine, comme Mahmoud est là-bas et il n'a rien fourni. Entre-temps, Mahmoud n'était pas mort. Moi, je lui ai dit que, monsieur le Président, à l'époque, aujourd'hui, les fans sont complètement désorganisés et c'est le moment où jamais. Donc, Kamougué a aussi ajouté, ok, il faut aller en mission. Moi, j'ai dit, donnez-moi quelqu'un de vous, moi, je ne peux pas aller tout seul. Il y avait Allahumma Bachir Moussa, qui était à côté, il a dit, bon, moi, je ne peux pas aller parce que donc, vous allez avec M. Ernest. Alors, on s'était préparé avec 3 véhicules. Il nous a donné 3 millions et on s'est bralé à l'est du pays. Arrivé maintenant à Béché, on était parti avec Salih Fadou, qui nous a rejoints, parce qu'il était avec les Mahmoud. Il nous a expliqué la situation et on s'était répartis ensemble avec lui à Béché. Bon, on est allé là-bas et coïncidé avec cette incidence. Alors, il faut absolument que je puisse savoir comment et pourquoi Mahmoud est tué. J'étais venu, évidemment bien armé. Je l'ai prise, dans le quartier au fond d'Abéché. Comment s'appellent les quartiers qui se trouvent à côté de l'hôpital là, Kamina. Alors, la femme était très très bien habillée, beaucoup de ordre, tout ça là. On a allumé la lampe. Elle était venue s'asseoir à côté. Et moi, j'ai enlevé mon pistolet. J'ai dit, je te donne 3 minutes. Donne-moi les longs qui a tué Mahmoud. Je te donne 3 minutes. Alors là, elle est paniquée. Donc, tout ça, elle a dit, ah non, c'est Asilel, Oumar, Watak. Et comment? Bon, c'est parce que Mahmoud ne voulait pas que Youssouf soit pris par les Libyens. Et Mahmoud a tapé un Libyen. Et au sud de ça, ils ont tiré. Et ils les ont largués sur les rochers de temps à côté sur la route de Amzouer. Ah, il dit, mais tu es parti où?
Ouais, je dis, écoutez, calmez-vous. Je les ai expliqué, voilà la situation. Donc, aussitôt, il y avait le défunt Moussa Sougui, le préfet Adoum, notre préfet, enfin notre instructeur grand chef, Adoum Barka, et le député Ouchal Tougoudi. Ils ont demandé qu'on aille ensemble. Ok, on était partis. Le lendemain, on s'est retrouvés sur le rocher, où on a trouvé les corps. Donc, on a ramassé les corps, on les a enterrés à la cour du sultan Abdraman. Ils étaient là, ensemble, ils ont un conflit avec la première armée. Donc, les gars, là, ils veulent tuer, on l'a récupéré, on a caché, et on s'était réconcilié avec tout le monde. On est revenu à Sar et jusqu'à Mundou. Il a été transféré en Libye. C'est même monsieur qui devrait maintenant nous prendre, nous envoyer à Sirte. Moi et Ernest, Yacoub. Quand il est venu nous voir, il a dit que c'est Moussa, vous, oui. Ah bon, moi j'étais sûr. Ernest dit, mais Moussa, pourquoi il te connaît? Moi je ne sais pas. J'ai oublié parce que je ne connais plus. Et à un moment donné, il nous a donné un café. Il dit, moi je veux te voir. Mais lui, il n'a qu'à rester à côté. Et il m'a parlé en portugais, il faut garder ton pistolet en main. Bon. Après, moi, est-ce que tu me connais? Non. C'est vous qui m'avez sauvé la vie à tant. Ah bon? Maintenant, voilà le message. Al-Barkiya, Gaddafi entendu. Sahalian Guide. Tu devrais être transféré, toi et ton ami là, à Sirte. Moi, je vais mourir à ta place. Voilà le message, mais je veux les conditions que je vous donne. Ne venez plus me voir et ne prenez pas la route d'Abéché encore. Alors, tout le reste, c'est Dieu seul qui va vous sauver. Hissène a appris, il a envoyé Hassan à Saint-Jamous, il a envoyé à Iriba. Ce sont tes cousins, tu te devrais à les arrêter. Idriss, toi tu vas à Amjaras, à Nabardaba, tu te trouves à les arrêter. Il a dit non, nous là, ces gens-là, les arrêter c'est difficile, mais bagarrer aussi c'est difficile. Ce sont des parents entre nous, on peut bagarrer. Et c'était comme ça que nous nous sommes trouvés à Béché et on a démantelé un peu la manière dont ils ont été tués. Vous avez parlé aussi d'Abakar. Quand Abakar était malade, évidemment, c'était moi qui étais au chevet à Béché. Jusqu'à on arrive à couper la jambe, jusqu'à qu'il ait sa santé. Durant tout ça, je faisais le lycée. Et en même temps, j'étais au chevet. Le problème de jeunes. Eh bien, écoutez, moi, personnellement, comme je dis, j'étais rentré dans la mer par hasard. Je ne suis pas par volonté. Évidemment, j'étais parti pour libérer mon papa. Et après, j'ai eu le goût et j'ai continué à rester parce que je ne veux pas tout de suite couper les relations qui a été données par le général. Il m'a beaucoup conseillé aussi. Quand on est soldat, il faut comprendre, il faut savoir, vraiment vous êtes soldat. Vous êtes au respect, vous êtes à la disposition du peuple et non pas à la disposition des individus. Et non pas à la disposition d'une curiosité quelconque. Vous êtes pour... Je n'ai jamais été, moi personnellement, je n'ai jamais été à une rébellion. Parce que je les aime pas, j'aime pas la rébellion. J'étais resté toujours dans l'armée et j'ai continué à veiller dans l'armée. Que je demanderai aux jeunes, évidemment, je ne veux pas demander beaucoup pour l'aide que je suivais, mais pas, mais je souhaiterais que ces gens-là aient le courage de défendre les pays autant que possible. Mais je voudrais demander la permission à Moussa Dioui d'employer le pluriel là où il utilise le singulier. Avec le résumé que le docteur Abdraman l'a fait, chacun de nous militaires se retrouve là-dedans. L'ancien Dungus Kimto, la seule différence c'est au commencement c'était Iriba. L'ancien Dungus Kimto dira au commencement c'était Péni.
Blabagué dira au commencement c'était Laï. Mon voisin de droite dira au commencement c'était Guéreda. Et moi, Mornaji, je dirais au commencement c'était Donia. C'est ça seulement la différence. Donc, le reste, nous nous retrouvons tous. C'est pourquoi j'ai dit, moi j'emploie le pluriel là où il utilise le singulier. Les parcours des soldats tchadiens. Voilà ce que je voulais. Merci. Si vous me permettez, je vais faire un petit historique du parcours de général Moussa Mamadjoui. En 1974, nous étions 23 entrés à l'école des officiers sur concours. Nous avons fini 16 en septembre 1977. Aujourd'hui, nous restons 4, dont le chef d'état-major premier adjoint actuel. Malheureusement, il n'est pas là pour témoigner. C'est pour dire que les hommes passent, tous on va partir. Mais on va partir avec notre histoire et les jeunes ne sauront pas qu'est-ce qu'on a fait durant toute cette vie. Le livre que le général a écrit, nous incite, nous autres, aussi à écrire, à peut-être compléter certaines choses que peut-être il n'a pas dites, parce que nous, je disais tout à l'heure, on a le même parcours. Mais il a oublié un événement très important. Nous sommes de la 6e promotion des écoles des officiers d'actifs. Dans notre promotion, de la 6e promotion, un certain nombre d'élèves officiers étaient exécutés parce qu'on nous a accusés de fomenter un coup d'État contre le CSM. Et ça fait partie de notre promotion, mais aussi ça fait partie de sa vie. La question que je lui pose, est-ce qu'il va mentionner quelque part tous ces secrets? Le jour où il ne serait plus de ce monde, ça serait publié pour enrichir l'histoire d'un soldat tchadien. Le général Djoui, on était ensemble dans la commission défense et sécurité au CODNI. Pendant que nous travaillions dans le CODNI, le général Djoui était présent, s'est confié à moi pour dire que vraiment il est en train de préparer ce livre et m'a vraiment cité les principaux épisodes de ce travail et je l'en félicite pour cela. Je voudrais aussi, à travers ce qu'a dit le général Djoui, rendre hommage au défunt général Bachir Ali Haggar, qui à l'époque des années 80, il y avait ce qu'on appelle les officiers assimilés. Et en tant qu'historien, j'étais à l'université, il était le directeur de l'école des officiers, il a fait appel à moi pour former ces officiers assimilés dans un certain nombre de domaines, un peu d'histoire du Tchad, de géographie, etc., pour qu'ils puissent un peu connaître. Monsieur le modérateur, je suis ici d'abord très honoré avec la présence de mon cher ami Garfa, Mornaji Blabagué et M. Abdraman Jasnaway. Certains secrets ne sont pas bons à le dire aussi. Nous allons remercier tout le monde au nom des panélistes. Je passe la parole à Marius pour la suite de l'événement. Je demande qu'on applaudisse encore très chaleureusement. Mesdames et messieurs, et je vois nos sœurs, nos mamans qui sont derrière là-bas, ça serait intéressant d'écouter des youyou quand même. Halas, Tamana, halas. Adil halas. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et merci encore. Vive le Tchad, vive l'armée tchadienne.